Bon alors, voyons voir un petit peu ce que les abonnés me suggèrent comme sujet de vidéo. Le sens de la vie. Putain, si je leur dis qu'ils peuvent me demander n'importe quoi, ils m'épargnent vraiment rien, hein. Ouais, bon, on pourrait parler du sens de la vie, mais bon, allez, sans s'allumer de pétard. Non, parce qu'une réflexion qui serait pas plus profonde que... Ouais, mais genre, voilà, tu vois, quoi, la vie, c'est genre, voilà, ça va pas nous faire avancer. Tiens, ça me rappelle une anecdote. Un soir, j'étais dehors avec des amis et clairement, c'était pas le moment de faire un test de dépistage de stupéfiants. L'un d'entre eux regarde le ciel et demande, comme ça, « Je me demande combien il y a d'étoiles. » Alors, je lui dis que là, tout de suite, il en voit 1 ou 2 milliers, mais que dans notre galaxie, il y en a probablement 400 milliards. Et il y a autant de galaxies dans l'univers observable qu'il y a... Il m'a interrompu. En fait, il s'en battait les couilles, c'était juste histoire de poser la question. Tu parles d'une curiosité. Quand on a le cerveau embrumé, sur le moment, on a l'impression de transcender l'espace et le temps, mais au final, on a juste l'esprit dans le brouillard. Et une fois à nouveau avec les idées nettes, on en est revenu au même point. Et j'ai pas envie d'une profondeur ou d'une curiosité de façade. J'aimerais bien, au contraire, vraiment connaître le sens de la vie, et pas juste le soir de 21 à 23 heures après un joint. Connaître le sens de la vie, ça pourrait être utile tout le temps, tous les jours. Parce que ça pourrait bien influencer la manière dont je prends mes décisions, qui sait. Donc, et si on se demandait quel pourrait bien être le sens de la vie, mais en réfléchissant sérieusement à la question? Et alors, va falloir faire comme en philo et délimiter un peu le sujet. Et va peut-être falloir commencer par définir les termes de la question. Dans quel est le sens de la vie, il y a deux, il y a quel, mais aussi il y a sens. Est-ce que ça veut dire que la vie va soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas? Ça n'a aucun deux, ça n'a aucun quel, ça n'a aucun sens, c'est le cas de le dire. Donc il va peut-être falloir envisager une autre définition, au moins pour ce mot-là. Si la vie a un sens, ça fait beaucoup plus sens de dire que la vie a un but. Peut-être que la vie, c'est un match de foot. Il y a un objectif à atteindre, un but à marquer, et c'est ça qui fait sens. Et si le but est atteint, on a gagné une fois que l'arbitre siffle la fin de la partie. Mais alors, est-ce qu'on a plus gagné la partie en marquant 3 buts plutôt qu'en n'en marquant qu'un seul ? Mais si on se demande quel est le but de la vie, il reste encore à se demander ce qu'est la vie. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que personne ne sait vraiment la définir. Bon, on a bien des pistes, des débuts de définition qui collent à peu près bien au schmilblick, jusqu'à ce qu'on découvre un nouveau truc qui est clairement vivant, mais qui n'entre pas dans les cases qu'on avait proprement dessinées pour lui. Il est communément admis que la vie, c'est un système organisé, séparé de l'environnement extérieur, qui est capable de puiser de l'énergie dans celui-ci et de s'en servir par le biais d'un métabolisme, et qui est capable de se reproduire. Mais être vivant et remplir toutes ces conditions, ça peut être compliqué. Un mulet, c'est stérile, ça ne peut pas se reproduire. Est-ce que ça veut dire que ça n'est pas vivant ? Et mon patron, qui a découvert chez le médecin que sa précieuse laitance était aussi densément fournie en spermatozoïdes que les bureaux sont peuplés de fonctionnaires passés 16 heures. Il est vivant, lui ?
Si personne ne doute du fait qu'une bactérie est vivante, on a en revanche pour habitude de ne pas considérer les virus comme vivants. Certes, ils peuvent se reproduire, mais ils n'ont pas de métabolisme. Ce sont des sortes de graines sans volonté propre. Quelques brins d'ADN et quelques protéines logées dans une capsule de graisse qui dérivent jusqu'à s'accrocher au petit bonheur la chance sur un hôte. Pourtant, dans la dernière décennie, on a découvert un nouveau type de virus géant, beaucoup plus complexe, avec un semblant de début de métabolisme, et qui brouille la frontière entre vivant et inanimé. Sans compter qu'un virus, ça n'en reste pas moins de la matière organisée. C'est pas juste un tas d'atomes. Il y a une certaine cohérence là-dedans. Mais en même temps, ce tas d'atomes est suffisamment petit pour qu'on se demande si, finalement, au bout de plusieurs milliards d'années, la matière ne pourrait pas, totalement par hasard, s'organiser en quelque chose de similaire. Après tout, la vie, il a bien fallu qu'elle apparaisse, et il a bien fallu commencer par un truc très simple. Mais quoi ? Quand ? Comment ? Et surtout, à quel moment passe-t-on d'un tas d'atomes à une cellule ? Bon, en vrai, je sais très bien que le mulet est vivant. C'est pas de sa faute si sa jument de maman s'est faite monter par un âne monté comme un âne. Il a tout le matériel prévu pour faire zizi pampan. C'est juste que ça déconne. Pareil pour mon patron. Bien sûr qu'il est vivant. Je n'ai pas besoin d'une définition pour m'en rendre compte. Et je sais aussi qu'il devrait être capable de se reproduire. C'est pas de sa faute s'il a passé tellement de temps à s'écraser la raie que ses gonades ont perdu toute envie de travailler. Et c'est pas de sa faute non plus si sa mère s'est fait monter par un âne. Il fait juste partie de l'écrasante majorité des êtres vivants qui sont mal fichus ou qui n'ont pas de chance et qui se feront becqueter avant d'avoir pu goûter aux joies de la paternité. Enfin, non pas que je pense que mon patron finira ses jours dans le gosier d'un prédateur. Quoique... Mais par contre, quand je vois un tas d'œufs de grenouilles ou un banc d'alevins dans la rivière, je ne peux m'empêcher de me rappeler que la plupart serviront de casse-croûte bien avant d'avoir l'occasion de jouer à la bête à deux dos. Et c'est quand même triste de se dire que de tout ce qui naît sur Terre, la grande majorité mourra avant d'avoir eu la chance de tirer sa crampe au moins une fois. La vie cherche à se reproduire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gagné. Et d'ailleurs, les spermatozoïdes, ils sont vivants, eux ? Non, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'à chaque coup de feu tiré, c'est des centaines de millions de malchanceux qui vont mourir d'épuisement pour un seul vénard qui pourra ensuite devenir mon patron. Enfin, sauf si c'est mon patron qui tire un coup de feu, hein. Au moins là, il ne tue personne. Et puis quand on y pense, quand on tire un coup de feu à côté de la cible, on ne fait jamais qu'un seul malchanceux de plus, sur des centaines de millions dont le sort n'aurait de toute façon pas été plus enviable que s'il n'avait fini sur un Kleenex. Bon. Mais alors quoi ? La vie n'est-elle qu'un accident chimique qui s'auto-entretient ? Si on y réfléchit froidement, d'un point de vue biologique, ça se tient. Et la différence entre nous et un protozoaire, finalement, ce n'est que la complexité du phénomène. Mais alors, pour définir notre sujet, la vie, c'est quoi ? Je crois qu'il va falloir qu'on se contente de ça. Plus précisément, il va falloir qu'on se contente de dire qu'on sait ce qu'est la vie quand on la voit. Je sais qu'un protozoaire est vivant, même si je sais que chaque protéine qui le compose ne l'est pas. Je sais qu'un caillou n'est pas vivant, même si je le vois dévaler une pente. Aussi imparfaite que soit cette définition, on va devoir se contenter de se dire que la vie, c'est ce qui nous entoure et dont on reconnaît le caractère vivant, même sans avoir de définition bien délimitée à coller dessus. Un arbre, c'est vivant. Un nuage, c'est pas vivant. Un champignon, c'est vivant. Le cadavre sur lequel il pousse, ça ne l'est plus. Une bactérie, c'est vivant. Un virus, c'est pas vivant. Quant au virus géant qui brouille la frontière, j'arriverai à réfléchir au sens de la vie sans me demander ce que ça implique pour eux en particulier. Tout simplement parce que vivants ou pas, de toute façon, ils suivent le même chemin que les virus et les bactéries. En effet, il ne semble exister que pour une seule chose, se reproduire. Qu'ils y arrivent ou pas n'est pas la question. Ils essayent. Comme mon patron.
Ce qui semble être commun à tous les êtres vivants, de la bactérie à l'arbre millénaire, c'est la volonté de se reproduire. Tout ce qu'ils font dans leur vie est centré là-dessus, faire des bébés. J'ai envie d'ajouter autre chose, c'est l'instinct de survie. Les êtres vivants font tout pour rester en vie. Mais est-ce vraiment un comportement à distinguer de la volonté de se reproduire ? Parce que dans les faits, si la plupart des êtres vivants font tout pour continuer à exister, c'est justement parce que continuer d'exister leur permet de se reproduire. Manger, dormir, fuir un prédateur, tout ça a une seule et même finalité, parvenir à l'opportunité de tremper sa biscotte. Je suis d'autant plus convaincu de ça en observant le comportement de certaines espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Leur reproduction passe avant leur propre existence. Le poulpe veille sur ses œufs jusqu'à s'en laisser crever d'épuisement. Le mâle de la menthe religieuse ne se reproduit jamais avec autant d'efficacité que quand il se fait bouffer par sa femelle. Il en est de même pour certaines araignées, tandis que pour d'autres, la femelle porte ses œufs, puis ses petits sur son dos, jusqu'à ce qu'assez grand pour être autonome, ils ne becquent leur maman. Si votre plante d'intérieur ne fleurit pas, un bon moyen de l'y forcer est de la soiffer. Sentant sa fin proche, elle fleurit parce que crever, ok, mais pas sans s'être reproduit. D'ailleurs, est-ce qu'il faut voir un sens caché dans le fait que, quand on courtise une damoiselle, dans le but de nous reproduire avec elle, on lui témoigne notre intérêt en lui offrant des organes sexuels de plantes ? Tous ces êtres vivants qui placent leur reproduction avant la sauvegarde de leur propre existence, ça me fait dire que l'instinct de survie est une chose qui définit la vie, mais uniquement parce que continuer à exister lui permet d'accéder à un but bien plus ultime, d'égorger le poireau. Quand je me promène dans la nature et que je repose mon esprit des bruits de la ville en l'abreuvant des doux sons de la verdure, je ne peux m'empêcher de penser que chaque amphibien qui coasse, chaque corbeau qui croasse et plus généralement chaque oiseau qui, cocasse, chante un peu plus gracieusement, chaque grillon, chaque cigale ou chaque criquet qui en fait de même, bref, toute cette symphonie de sons reposants n'est que le brouhaha d'une population animale qui dit dans sa langue « baisons ». Même la lumière des lucioles est un farabite. Mais alors, quand la vie de tous les animaux qui nous entourent semble tourner autour de la reproduction, au point qu'ils abandonnent toute autre activité si l'occasion de baiser se présente, et que certains en abandonnent même leur instinct de survie, est-ce que le but de la vie c'est ça ? Se reproduire, tout abandonner devant l'irrépressible volonté de gonfler la mouflette. Et d'ailleurs, est-ce vraiment une volonté ? Est-ce réfléchi ? Si un camion me fonce dessus, je vais m'écarter pour pas me faire refaire la tronche. Je sais de manière raisonnée que si je reste sur son chemin, ma vie va brusquement se voir abrégée et qu'il en sera terminé des soirées pizza et des ramonages d'abricots. Et j'ai pas spécialement envie. Mais pour autant, sur le moment, quand je m'écarte après que son coup de klaxon m'ait secoué jusqu'au plus profond de mon âme, je ne le fais pas dans un acte réfléchi, c'est un automatisme. C'est mon instinct de survie qui me dicte mes actions. J'ai pas choisi de m'écarter, même si, bon, au fond, c'est ce que je veux. Mais alors, si loin du trafic routier, je n'ai pas envie de mourir, est-ce parce que j'ai vraiment envie de profiter de la vie, ou bien est-ce mon instinct qui me dicte cette conduite, et le raisonnement qui me fait trouver du sens là-dedans n'est-il qu'une rationalisation de ma part quand je cherche à me convaincre que si j'ai envie de vivre, c'est parce que je l'ai décidé et pas parce que je suis au fond de moi programmé pour ça, sans que je puisse y faire quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis ? Une machine biologique programmée pour un but qu'elle n'a pas choisi ? Suis-je ici sur Terre pour essayer de me reproduire en mettant toutes les chances de mon côté, et ce, parce que la nature même de la vie l'a décidé à ma place ? Ne suis-je que ça, un soldat de Gaïa qui a une mission à accomplir ? Non, parce que ça reviendrait à dire que Mère Nature a une volonté, une mission, et qu'elle me l'a confiée. Mais c'est peut-être pire encore, parce que Mère Nature n'existe pas. Il n'y a que le chaos qui, un jour, a créé un système chimique capable de se reproduire. Les meilleurs à ce jeu-là se sont plus reproduits que les autres, ce qui a amené petit à petit à la sélection des plus efficaces. Ceux qui ont en plus développé des systèmes de défense face au monde extérieur s'en sont mieux tirés que les autres. Certains se sont regroupés pour augmenter leurs chances de survie et donc de reproduction, donnant naissance aux animaux et aux plantes complexes. Mais toujours
par le pur jeu du hasard. Et parce qu'on se reproduit mieux en ayant envie et en survivant suffisamment longtemps pour le faire, ces traits-là ont été sélectionnés aussi. Mais toujours par le hasard. Ça voudrait donc dire que je suis l'esclave d'une volonté de survivre et de me reproduire dont je ne peux pas me détacher et qui m'ont été dictées non pas par une puissance supérieure, qu'il s'agisse de Dieu ou de Mère Nature, mais par le hasard. Et si je décidais de ne pas être d'accord ? Si je décidais de refuser d'être programmé pour un objectif qui n'a aucun sens, parce qu'il est le fruit du simple hasard, et d'y consacrer ma vie uniquement parce que la sélection naturelle me l'a imprimé de manière indélébile jusque dans mes réflexes les plus primaires. D'ailleurs, ma vie... Ouais, mais non. Même si c'est pas moi qui décide, faut reconnaître que je mangerai encore bien de glace. Peut-être que je tiens un truc, là. Mais alors, est-ce que la vie, c'est juste une machine biologique ? Ne sommes-nous qu'un tas de matière certes organisée, mais qui n'est rien de plus qu'un ordinateur plutôt performant, enfermé dans une machine destinée à le maintenir en fonctionnement ? Certains esprits, très penchés sur la religion, disent que là-dedans, il y a une âme. Mais dans cet amas de matière gluante, où est-elle ? Je veux dire, si on ouvre une boîte crânienne à coups de fusil de chasse, est-ce qu'elle s'échappe ? Et si oui, où va-t-elle ? Est-ce que le concept même d'âme ne serait pas une histoire que se racontent les pleutres qui ont peur de la mort pour se rassurer quant à l'angoisse que leur dicte leur instinct de survie face à cet événement ? Si on s'émancipe de toute forme de croyance et qu'on écoute ce qu'en disent les biologistes, nous ne sommes que ça, des machines biologiques, des tas d'atomes organisés par une série de réactions chimiques complexes, mais prévisibles et doués de conscience. Enfin, je crois, parce que des tas de gens plus intelligents que moi disent que même la conscience n'existe pas. Elle pourrait n'être qu'une illusion et la conséquence des processus complexes qui font que notre cerveau réfléchit. Mais bon, je ne suis pas convaincu de ça. Comme disait un ami plaquiste, je ponce donc j'essuie, ou un truc comme ça. À moins que ça n'ait rien à voir. Mais surtout, ce qui me met la conscience, réelle ou non, à l'envers, c'est quand je regarde l'eau, l'air et les cailloux autour de moi. Eux, ils sont, mais ne pensent pas. Moi, je pense et je suis. Pourtant, l'eau, l'air, les cailloux et moi, on est fait de la même chose, de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, du carbone, puis quelques conneries qui traînaient là et qu'on a mis avec. Mais moi, je suis organisé. Non pas que dans la vie je ne sois pas bordélique, mais contrairement à un verre d'eau, mes atomes ne sont pas disposés au hasard. Et parce que je suis organisé, je pense, et pas l'eau du verre. Pourtant, si je la bois, elle devient moi, donc elle devient de la matière vivante, et elle pense. Et quand un peu plus tard j'irai la pisser, elle cessera à nouveau d'être moi et redeviendra un truc inerte qui ne pense pas, parce que je ne pense pas que ma pisse pense. Donc je ne suis pas de la matière qui pense, je suis comme une vague. Une vague, on sait qu'elle existe, mais elle n'est pas faite d'eau qui se déplace. La vague se déplace, mais l'eau, elle ne fait que monter et descendre en restant au même endroit. Eh bien moi, c'est un peu pareil. L'eau, je la bois et je la pisse, mais je ne suis qu'une vague qui la rend vivante pendant un moment. Je suis un machin qui prend de la matière dans son environnement et qui la redonne un peu plus tard. Je ne suis pas défini par mes atomes et mes molécules, elles changent tout le temps. Je ne suis qu'un phénomène transitoire qui traverse l'univers comme une vague et qui existe sans exister. Mais c'est pas ça qui me met la conscience à l'envers, c'est la conséquence de ça. Parce que même si je ne suis qu'un phénomène transitoire, je suis un phénomène qui existe. J'existe dans l'univers, au milieu de l'eau, de l'air et des cailloux. Ils seront moi un jour, et je serai eux après ma mort. Et là où ça devient retournant, c'est quand on se dit que ça fait presque 14 milliards d'années que l'univers existe, et presque autant de temps pour l'air, l'eau et les cailloux. Ils sont l'univers, ou au moins un bout de celui-ci, et du coup, moi aussi, je suis un morceau d'univers. Mais contrairement aux cailloux, je suis un morceau d'univers qui sait
que l'univers existe. Le caillou, lui, il ne sait pas qu'il y a d'autres étoiles, d'autres galaxies, et qu'elles viennent toutes, lui y compris, du Big Bang. Mais moi, ça, je le sais. Et tout comme mon cerveau sait qu'il a un corps qui, lui, ne pense pas, je suis littéralement un morceau de l'univers qui a conscience du reste de lui-même. C'est un truc auquel il vaut mieux ne pas trop réfléchir juste avant d'aller se coucher. C'est un peu un antidote à la camomille. Et pour autant, j'ai peut-être conscience du fait qu'il existe d'autres galaxies à des milliards d'années-lumière de moi. Pour le morceau d'univers que je suis, l'existence tout entière commence à ma naissance et finira à ma mort. Bah oui, je sais qu'il a existé des choses avant moi, parce que d'autres morceaux conscients de l'univers qui étaient là à ce moment-là me l'ont raconté. Mais d'aussi loin que ça me concerne, l'univers tout entier a commencé avec moi. Si l'univers existait avant ma naissance, je n'avais pas de conscience pour l'expérimenter. Et tout comme des mecs en toge chelou se demandent si un arbre qui tombe dans une forêt fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre, je me demande si un univers existe, si on n'y trouve rien de vivant pour s'en rendre compte. De même, quand je serai mort, j'arrêterai d'expérimenter l'univers. Je cesserai d'avoir conscience qu'il existe. Je ne le sentirai ni ne le ressentirai plus. Il ne me fera plus mal aux dents, il ne me fera plus de peine, et quand je serai mort, je ne serai même pas triste d'être mort. Vous savez ce qu'on dit de toute façon ? Être mort, c'est comme être con. On ne s'en rend pas compte, ce sont les autres autour qui sont tristes. Et donc, quand je serai mort, l'univers, mon univers, ou celui que je suis, cessera d'exister. Heureusement, ça ne fera pas mal. D'ailleurs, c'est quoi la mort ? La mort, ça fait peur. Des gens consacrent une vie entière au respect strict d'une religion super contraignante, juste par peur de ce qu'il y a après la mort. Et heureusement qu'après la mort, il n'y a probablement rien, parce que t'imagines si avant de sombrer, t'avais juste le temps de te rendre compte qu'il n'y a rien et que t'as passé ta vie à te contraindre pour des clopinettes. Heureusement pour les croyants, s'il y a un truc après la mort, tout ira bien pour eux, et s'il n'y a rien, ils ne se rendront pas compte qu'ils ont foutu leur vie en l'air. Enfin, sauf si ce qu'il y a après la mort, c'est l'enfer. Plutôt pascalien. Mais si nous ne sommes que des machines biologiques qui cessent simplement de fonctionner à un moment, finalement la mort, c'est peut-être pas si terrible. Ça fait pas mal, ça fait pas de peine, ça n'est pas stressant, c'est même pas ennuyeux. Mourir, ça peut faire mal, mais être mort, ça, en fin de compte, ça va. Mais peut-on avoir conscience de ce qu'est la mort ? Ça me paraît plutôt difficile. Quand j'essaye d'imaginer le néant, sans lumière, ni sensation, sans bruit, ni odeur, je suis quand même en train de conscientiser quelque chose de vide. Et même si j'essaye de faire le vide dans ma tête, je ne le fais jamais vraiment complètement. J'ai toujours conscience du temps qui passe et quelque part, j'ai toujours conscience d'exister. Imaginer ce qu'est la mort, c'est quand même vachement essayer d'imaginer l'inimaginable. D'ailleurs, imaginons que je sois une IA dans un ordinateur. Si on éteint l'ordinateur, je suis mort. Et si on le rallume, je reprends mon existence exactement là où je l'avais laissée. Si je suis une machine biologique et si on pouvait m'éteindre puis me rallumer 10 ans plus tard pour me demander ce que ça fait d'être mort, j'aurais juste pas conscience de ces 10 ans. Pour moi, ma vie me semblerait continue, je verrais juste un mec appuyer sur mon bouton off et immédiatement après, ce même mec 10 ans plus vieux qui appuie sur mon bouton on en me demandant ce que ça fait. Rien. Ça fait rien. Je m'en suis même pas rendu compte. Mourir, c'est un peu ça, mais sans se réveiller ensuite pour prendre conscience qu'on n'avait pas conscience de rien. Et puis, être mort finalement, c'est comme n'avoir jamais été en vie. On n'a pas conscience qu'il se soit passé quelque chose d'intéressant avant. Et on n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe ensuite non plus. Que votre dépouille finisse dans un mausolée en marbre ou en pâture au vautour, vous vous en foutez. Si vous mourrez dans un accident de voiture, que vos enfants, la prunelle de vos yeux, meurent dans une carcasse de véhicule en flammes, vous en avez plus rien à foutre non plus. C'est ouf, mais tout ça, ce sont des considérations de vivants.
L'instinct de survie, l'instinct de reproduction, la protection de la progéniture, l'amour, la haine, la peur, le reste, tout ça, quand on est mort, ça n'a plus aucune forme d'importance. On se soucie de ce qu'on va devenir après notre mort et de l'héritage qu'on laissera à nos enfants uniquement quand on est vivant. Mais une fois qu'on est mort, que notre cadavre soit dévoré par des hyènes et nos enfants réduits en esclavage, ça nous est totalement égal. Et finalement, ça rend la mort moins terrifiante de se dire que quand on n'existe plus, on s'en fout de ne plus exister. Mais si on ne peut pas avoir conscience d'être mort, est-ce qu'on peut avoir conscience de mourir ? Entre le moment où tout va bien et le moment où on s'en fout que tout aille mal, d'ailleurs rien ne va mal puisqu'on s'en fout, il y a une transition potentiellement douloureuse. Mais qu'est-ce que ça fait de mourir ? Finalement, est-ce que mourir, ça ne serait pas un peu comme la mort, dans le sens où on ne s'en rend pas compte ? Si on a un accident et qu'on est en train de mourir en étant en état de choc, est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de mourir ? Est-ce qu'on peut vraiment se dire, voilà, c'est là que je meurs ? Ou bien le peu de conscience qu'on a sur le moment est-elle obnubilée par un truc sans intérêt et sans lien avec ce qui nous arrive ? Si on est dans le coma, si on dort ou même si on meurt instantanément de mort violente, on n'a pas vraiment l'occasion d'expérimenter la mort. Même des gens qui vivent 10 km de chute libre lors d'un crash d'avion, ils n'expérimentent pas le fait de mourir. Ils expérimentent une situation extrêmement stressante, mais ce n'est pas la mort pour autant. D'ailleurs, il y a des survivants, ils vous diront ensuite qu'ils se sont vus mourir, sauf que non, puisqu'ils sont là pour vous le raconter. Ce qu'ils ont vécu, c'est un stress intense, mais c'est pas la mort. C'est pour ça que je déteste l'avion, ça fait potentiellement très peur, mais ça ne permet pas plus d'expérimenter la mort qu'un AVC sur le siège des toilettes. Donc les gens qui meurent sans être conscients ou trop vite pour avoir le temps de comprendre ce qui leur arrive, ils n'expérimentent pas vraiment la mort. Et comme en général, à part quelques chanceux, comme les malades graves ou les condamnés à mort, on n'anticipe pas le fait qu'on va mourir bientôt. Peut-être bien qu'on peut se dire que certaines personnes cessent juste d'exister sans jamais avoir eu conscience d'avoir cessé d'exister. C'est plutôt paisible en fait de mourir dans son sommeil. Mais peut-être que c'est chiant aussi. Parce qu'après avoir vécu une vie bien remplie, quitte à mourir, si on n'a pas le choix de continuer notre bonhomme de chemin, peut-être que la mort est une expérience à vivre. Mais alors ça fait quoi de mourir ? Est-ce qu'il serait possible de sentir sa conscience s'évanouir dans le néant ? D'avoir un aperçu de celui-ci juste avant d'y plonger ? Ou bien justement, est-ce que quand le cerveau ralentit avant de s'arrêter, il plonge dans une torpeur qui nous fait oublier même ce pourquoi on était là, à savoir se regarder mourir ? Quelle fraction de conscience reste-t-il juste avant de cesser tout bonnement d'en avoir une ? J'espère qu'il n'y a pas d'écran de fermeture comme sur Windows. Si je veux voir ce que ça fait de mourir, je peux pas juste me coller une balle dans le crâne. Si le but, c'est de savoir ce que ça fait de mourir, rien ne me sert de me tuer. Parce que la connaissance du phénomène que je suis susceptible d'acquérir sur le moment, je la perdrai immédiatement derrière en plongeant dans le néant. Ça serait gâcher le potentiel d'apprendre encore d'autres trucs entre-temps. Donc, ce que ça fait de mourir, je le saurai un jour, quand je mourrai. Ou peut-être que je mourrai dans mon sommeil ou trop violemment pour conscientiser le phénomène. Et alors, tant pis. De toute façon, l'instant d'après, j'en aurai plus rien à foutre. Mais ça me donne quand même envie de faire une expérience de pensée dangereuse. Parce que si je me colle une balle dans le crâne, ce qui me tuera, c'est pas la destruction de mon cerveau, mais l'hémorragie qui va s'en suivre. Mais mon cerveau, lui, ou du moins les parties qui ne seront pas endommagées, continuera à fonctionner un moment. Ma conscience se trouve probablement un peu partout à l'intérieur. Mais alors, si plutôt que de faire un simple trou dedans, je m'éparpille la cervelle au plafond, est-ce que, juste avant de mourir, ma conscience, ou du moins une fraction de celle-ci, pourrait se trouver simultanément dans une dizaine de morceaux de cervelle à 10 endroits différents de la pièce, chacune pensant à un truc différent et moins complexe que ce dont mon cerveau entier est capable ? Est-ce que je pourrais être moi,
qui pense encore un peu, mais dans plusieurs bouts de cerveau. Est-ce qu'il pourrait y avoir 10 moi en même temps ? Bon, je pense que même quand elle est réalisée par des professionnels, cette cascade est dangereuse. Je vais pas la tenter. Même Voldemort, les Horcruxes, ça lui a pas réussi. Bon alors, la mort, c'est pas si terrible, et mourir, il y a des chances que ça le soit pas non plus. Peut-être que je ne suis qu'une machine biologique programmée par le hasard pour un but que je n'ai pas choisi, mais au final, quelque chose, même si c'est peu, vaut mieux que rien. Puisque la mort, c'est le néant et que quoi que je fasse, elle arrivera un jour, je n'ai aucune raison de l'expérimenter volontairement maintenant. Ou même plus tard d'ailleurs. De toutes les expériences que je peux faire dans ma vie, elle en fera partie aussi, inévitablement. Mais, comme ce sera la dernière, j'ai plutôt intérêt à expérimenter tout ce dont j'ai envie, avant. Nota bene pour l'avenir, en cas de pensée suicidaire, pensez à se taper une branlette avant. Puis une pizza, puis un jeu vidéo, puis une glace, puis une sieste, puis une branlette. Parce que bon, un petit quelque chose vaut toujours mieux que rien. Mais si je suis une machine programmée pour un but que j'ai pas choisi, je suis quand même drôlement bien gaulé. Je parle pas d'une tablette de chocolat ou de fessiers bien rebondis. Non, je vais dire que même si je suis programmé pour survivre et me reproduire, je suis aussi programmé pour embrasser cette mission. C'est pas comme si je cherchais à survivre et à me reproduire en pleurant de désespoir et de douleur sur l'horrible nature de mon existence. Chercher à prolonger ma vie, je trouve ça logique. Quant à me reproduire, personnellement, je suis pas contre, mais si jamais je venais à décider de renoncer à cette mission, personne ne viendrait m'emmerder. Sûrement pas Mère Nature. Enfin, sauf peut-être Tata Ghislaine qui, à chaque réunion de famille, me demande quand je vais fonder une famille, mais la vie de Tata Ghislaine, on s'en fout autant que si on était mort. Donc, je ne suis qu'une machine biologique programmée pour survivre et me reproduire. Même si je ne l'ai pas choisi, survivre, ça me convient, et me reproduire, au final, j'ai le choix. Seulement voilà, se reproduire, ça prend pas toute la vie. Ça prend du temps, mais au bout d'une vingtaine d'années, normalement, on peut foutre Jean Masturbin dehors à coups de pied au cul pour qu'il aille se chercher un travail. Et la vie est bien plus longue que ça, quand même. Quant à survivre, depuis qu'elle existe, l'humanité a quand même bien œuvré pour que ça soit pas trop difficile. Donc, ça laisse pas mal de temps libre. C'est vrai quand on y pense, et même quand on n'y pense pas, l'organisation de notre société, on la doit quand même vachement à notre instinct de survie. Si on construit des maisons et si on a des gens pour le faire, des banques pour les payer pendant qu'ils le font, et qu'on a un métier pour rembourser la banque pendant 20 ans, si on a de la bouffe sous vide, des fours à micro-ondes, des médecins, une sécu, des airbags et des ceintures de sécurité, des défibrillateurs automatiques et des vaccins, c'est parce que l'humanité tout entière s'est dit que vivre un peu plus longtemps, c'est quand même vachement bien. Et qu'inventer des trucs pour ne pas crever de froid, de faim, de maladie ou d'accident, eh bien ça peut aider. La société actuelle nous aide quand même pas mal à survivre par rapport à celle qu'on avait il y a 10 000 ans ou celle qu'on avait quand on n'en avait pas. Autant je les trouve mignons, les hippies, quand ils disent qu'on devrait tous aller élever des chèvres dans le Cantal, autant je me dis que leur mode de vie, qui sent des aisselles, ne va pas trop dans le sens de l'optimisation de mon espérance de vie. Et puis, même quand t'habites plus le Cantal, le fromage de chèvre ne guérira pas le cancer ou les septicémies. Si vous mettez 2 chiens dans une pièce avec une seule gamelle de bouffe, ils vont se jeter dessus, même s'ils ont déjà le ventre plein. Parce que ce que le voisin a, c'est quelque chose qu'on n'aura pas. Et c'est notre espérance de vie qu'on veut optimiser, pas la sienne. L'être humain, il fait la même chose. Il cumule les biens. Parce qu'une maison, ça protège du froid en hiver, un frigo, ça permet de stocker de la bouffe, une voiture, ça permet d'aller en acheter, et gagner le plus d'argent possible, ça permet de faire tout ça. Finalement, le capitalisme, c'est un peu la nature humaine. C'est peut-être pour ça que tout le monde, à part quelques zadistes, embrasse ce système sans broncher. Mais une fois qu'on a travaillé pour accumuler des richesses, payer la maison et remplir le frigo, et une fois que sont écoulées les 20 années à faire de Jean Masturbin un homme, ou au moins ce qui s'en approche le plus possible, ça laisse pas mal de temps. Mais si c'est ça le sens de la vie, survivre et se reproduire, à quoi sert tout le temps qui reste ? Je ne suis pas un poulpe.
J'ai pas prévu de mourir d'épuisement à éduquer ce bon à rien. Alors il se passe quoi ensuite? Et même pendant? Je pourrais bien me chercher un but, quelque chose de grand et noble, que j'aurais choisi moi-même plutôt que de laisser le hasard ou mère nature qui n'existe pas décider à ma place. Mais même là, je me dis que c'est vain. Quelle que soit la grandeur de mes actes ou l'importance de mes actions ici-bas, quand je serai mort, ça n'aura plus d'importance. Mais même si je réfléchis au-delà de ma propre mort, à un moment, tout ce que je connais cessera d'exister et mes actions n'auront servi à rien. En tant qu'espèce, il est peu probable que notre survie se prolonge dans l'espace. J'aimerais bien, hein. J'aimerais beaucoup. Mais faut se rendre à l'évidence, si on arrive à envoyer une poignée de courageux sur Mars, ça sera déjà pas mal. Coloniser d'autres étoiles et terraformer d'autres planètes, c'est de la science-fiction. Mais si on est coincé ici sur Terre, et à supposer qu'on ne se fasse pas tous sauter dans l'éclair aveuglant d'une guerre nucléaire totale, ou qu'on ne transforme pas la planète en désert aride, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, notre espèce disparaîtra. Comme toutes celles qui ont existé et qui ont disparu avant la nôtre. C'est comme ça que ça marche. Et aussi optimiste que l'on puisse être là-dessus, dans 500 à 600 millions d'années, le Soleil grillera la surface de la Terre et plus rien de plus ambitieux qu'un protozoaire dans une nappe d'eau souterraine ne pourra y survivre. Donc, quoi que je fasse, en bien ou en mal, les conséquences n'iront pas plus loin que ma mort, en ce qui me concerne, et si je considère ce qui se passera au-delà, il y aura forcément un moment où rien ne comptera plus. À l'échelle de l'univers, et de la Terre même, je n'existe de toute façon pas. Et je n'ai même pas besoin d'aller aussi loin dans l'espace ou le temps pour arriver à cette conclusion. J'ai bien connu ma grand-mère, j'en étais très proche, et ma grand-mère a bien connu sa grand-mère, et elle en était très proche. Si tout ce qui nous avait séparés ce sont les relations sociales, ma grand-mère aurait été une bonne amie à moi, et sa grand-mère à elle aussi, parce que j'aurais eu un jour ou l'autre l'occasion d'en faire la connaissance. Mais ce qui nous sépare est bien plus terrible et implacable. C'est la marche du temps. Quand j'ai tissé des liens avec ma grand-mère, la sienne était déjà morte depuis longtemps, donc je ne l'ai jamais connue. À l'échelle sociale, j'ai très bien connu quelqu'un qui a très bien connu quelqu'un d'autre. Nous sommes proches, mais sur une échelle temporelle, nous sommes de parfaits inconnus. Mon arrière-arrière-grand-mère ne pouvait pas ne serait-ce qu'imaginer mon existence. Quant à moi, tout ce que je connais d'elle, c'est une seule photo en noir et blanc qui tient dans le creux de la main. C'est pas suffisant pour la reconnaître si je venais à la croiser dans la rue. Je ne connais pas le son de sa voix, son caractère, ni rien d'elle en fait. Elle est tout autant une anonyme pour moi que le premier random venu que je trouverais dans le Larousse illustré et dont j'aurais lu une biographie de 10 lignes. Et pourtant, elle était très proche de quelqu'un dont j'étais très proche. Aujourd'hui, plus personne ne l'ayant côtoyée est en vie. Donc plus personne n'est là pour se rappeler d'elle. Et quand même ceux qui ont entendu parler d'elle seront morts à leur tour, que restera-t-il de mon arrière-arrière-grand-mère ? Bah rien. La situation sera exactement la même que si elle n'avait pas existé. Un siècle, et son passage sur Terre est déjà parfaitement négligeable. Et pour moi, il en sera de même un siècle après ma mort. Donc, même pas besoin d'envisager la mort de la planète pour me dire que mon passage ici-bas est sans importance. Seul un petit nombre de gens survivra un peu plus longtemps à l'oubli dans les livres d'histoire. Mais combien ? À raison de 3 tirages par semaine, et même si le gros lot n'est pas raflé à chaque fois, il y a probablement eu plus de gagnants au loto depuis le début de l'année que de gens ayant vécu au XVIIIe siècle dont vous pouvez me citer le nom et me dire ce qu'ils ont fait dans la vie. Quant à ceux que vous pouvez me citer, êtes-vous sûr que le récit de leur vie que vous connaissez est le bon ? Si ce que vous croyez savoir d'eux est en fait fait de légendes urbaines, peut-on vraiment considérer que vous les connaissez ? Donc, si je résume jusqu'ici, je ne suis qu'une machine biologique programmée par le hasard pour des trucs qu'elle n'a pas souhaités. Mon existence est vaine et imperceptible à l'échelle de l'univers. Un jour, je cesserai d'avoir conscience de la vacuité de mon existence quand celle-ci cessera. Et une centaine d'années plus tard, un peu plus si on est optimiste, plus personne ne saura même que j'aurais existé. En gros, c'est une façon de dire que la vie ne sert à rien. Et pourtant, j'ai toujours pas pour autant envie de me coller une balle dans la bouche. Pourquoi ? Justement parce que ma vie ne sert à rien, mais que j'en ai conscience.
J'ai conscience de n'être qu'une machine biologique et, comme aucune mission grandiose ne m'a été assignée par le cosmos, je suis là, démuni, sans obligation d'absolu. J'ai juste quelques décennies à disposition dont je peux faire ce que je veux. La conscience est peut-être une illusion, mais à moi, elle paraît bien réelle. L'odeur d'une pizza 4 fromages n'est peut-être qu'un influx nerveux, mais pour moi, elle est tangible. Et un orgasme après une partie de jambes en l'air, ce n'est peut-être qu'une décharge hormonale, mais c'est pas pour autant que j'aime pas ça. Mais j'aime aussi des choses un peu plus profondes qu'un orifice chaud et humide. J'aime philosopher, j'aime lire, écrire, réfléchir au sens de ma propre existence ou regarder la petite librairie à la télévision. J'aime le son des animaux de la nature qui crient au monde entier qu'ils veulent baiser. J'aime la musique, l'arôme d'un café que je n'aime pourtant pas boire et d'un organe sexuel de plante. C'est pas le but de ma vie que d'apprécier ces choses-là. Ou du moins, ce n'est pas le but que le cosmos, Dame Nature, l'évolution ou qui que ce soit m'a attribué. Ce sont des choses qui ne m'apportent rien dans la vie à part du plaisir. Ce ne sont pas des choses utiles. Mais comme je suis là, désœuvré et dépourvu d'affectation à une grande mission qui transcende l'univers, je m'occupe comme je peux ou comme je veux. Votre vie ne sert à rien. Vous êtes inutile. Et si vous croyez être utile à quelque chose, en prenant un peu de recul, vous vous rendrez compte qu'en fait, non. Ça sert à rien. Même si vous êtes une sorte de mère Teresa qui sauve des orphelins, au final, ces orphelins mourront un jour. Et une fois morts, ils ne se rappelleront pas si leur vie a été horrible ou agréable. Et, quoi qu'il arrive, après que le dernier d'entre eux ait cassé sa pipe, personne ne se rappellera que vous les avez aidés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire que votre passage dans ce monde est, en fin de compte, insignifiant. Mais c'est ça qui est beau dans le fait d'être inutile et insignifiant. C'est que c'est vous qui décidez de ce qui est utile et qui fait sens pour vous, pendant votre bref passage sur Terre, avant que la dernière trace de votre passage ne se soit définitivement effacée. Car peu importe que vous ne soyez même pas un grain de poussière dans l'univers, car ce grain de poussière a conscience de son existence et est capable de ressentir du plaisir, alors quitte à ne servir à rien, autant se taper de bons gros shoots de dopamine, de sérotonine et d'endorphine avant de retourner au néant. Et peu importe que ce plaisir vous le ressentiez dans la musique, le sexe ou la bouffe, tout ce qui compte au final, c'est de s'en payer une bonne tranche avant de ne plus le pouvoir. Bon, par contre, être un être humain, avoir conscience de tout ça, c'est aussi avoir conscience que ses congénères sont vivants, eux aussi, et sont aussi capables de ressentir la même chose. Donc si le but de votre vie est de ressentir un maximum de plaisir, grand bien vous en fasse. Mais si le but de votre vie est de ressentir du plaisir aux dépens des autres, ou bien de carrément prendre du plaisir dans le malheur des autres, vous êtes une sous-merde et vous feriez mieux de retourner au néant au plus vite. Si au contraire vous trouvez du plaisir dans l'altérité et en aidant les autres à avoir une vie plus longue et moins pénible, puisse la vôtre se prolonger autant que possible. L'inutilité, quelque part, c'est poétique. Je sais résoudre un Rubik's Cube. Et j'y prends du plaisir, surtout quand les filles en sont épatées. C'est inutile. Et c'est ça qui est poétique. L'inutile, si on l'appelle comme ça, c'est un peu parce qu'on le méprise. Dans notre monde, l'inutile semble superflu à la bonne marche de la société. Résoudre un Rubik's Cube, ça ne va pas nourrir les Bengalis ni guérir le cancer. Mais le Rubik's Cube, c'est comme le sel dans la choucroute, c'est pas ça qui va me nourrir, mais c'est bien meilleur quand il y en a. Mais si la vie est faite de peine et de plaisir, ne pourrais-je pas optimiser ça en choisissant seulement les plaisirs ? Après tout, c'est un peu ce que signifie la maxime « Life fast, die young », non ? Si j'ai envie de bonne bouffe, je pourrais entrer dans le premier resto étoilé venu et vu que je n'ai pas assez d'argent, partir sans payer. Si j'ai envie de sentir le vent dans ma figure au volant d'une sportive hors de prix, je pourrais aller la voler. Je pourrais aller aussi commettre quelques crimes sexuels sur quelques stars de cinéma. Bon, le seul hic, si je fais ça, c'est que je serai mort ou en tôle en moins d'une semaine. Et là, fini pour moi la vie de plaisir sans conséquence. Donc c'est triste. Mais je crois que je vais retourner travailler et résoudre mon Rubik's Cube.
Il me faudra peut-être du temps pour pouvoir me payer un bon resto, mais j'ai bon espoir de faire plus de Boostify très agréable le reste de ma vie qu'en une semaine orgiaque. Si quelqu'un m'emmène un jour faire un tour dans sa sportive de luxe, j'en aurais probablement autant profité qu'entre le moment où j'en aurais volé une et où je me serais fait arrêter, sans compter les multiples autres expériences auxquelles je peux aspirer. Quant au sexe, la quantité ne fait pas la qualité, mais les quelques décennies que je compte encore passer en tant qu'univers ayant conscience de lui-même devraient me laisser assez de temps pour prendre bien plus mon pied qu'en contraignant une célébrité à me faire une fellation. Mais pour autant, si je passe trop de temps dans trop de labeur à essayer de rendre ma vie agréable, je risque de plonger dans l'autre extrême, à savoir mourir bêtement après une vie de forçat sans avoir pleinement profité des opportunités qui se présentaient de kiffer ma life. S'il n'y a rien après la mort, trop vouloir profiter des plaisirs de la vie, quitte à précipiter sa fin, c'est finalement moins en profiter. Mais à l'inverse, trop optimiser la durée de sa vie en sacrifiant les plaisirs, au final, c'est pas forcément mieux. La solution à cette équation, je ne l'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que l'idéal consiste à prendre le plus de plaisir possible dans sa vie. Plus on se fait chier, plus on peut espérer la rallonger, et donc avoir plus de temps pour prendre du plaisir. Mais plus on se fait chier à prolonger sa vie, moins on prend de plaisir au quotidien. Où se trouve l'équilibre idéal entre les deux ? Bien heureux ceux qui le trouveront. En ce qui me concerne, je me considère à l'heure actuelle comme l'un de ces bienheureux. Ma peine quotidienne, celle qui me fait remplir mon frigo et payer le toit au-dessus de ma tête, c'est faire des vidéos sur YouTube. Sauf que c'est pas une peine, c'est un plaisir. Je prends du plaisir à gagner du temps pour pouvoir prendre plus de plaisir encore. Je ne pense pas que je passerai ma vie sur YouTube. Non pas que ça ne me conviendrait pas, mais je doute qu'il soit possible d'avoir un avenir à long terme sur cette plateforme, ou même que la plateforme ait un avenir à long terme. Les réseaux sociaux, ça va et ça vient. Donc, qu'est-ce que je ferais de ma vie quand je ne pourrais ou ne voudrais plus être youtubeur ? J'ai quelques idées, rien de très concret pour le moment, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ferai tout pour trouver un boulot qui m'éclate. Parce que ce faisant, j'optimise ma quantité de plaisir pendant mon passage sur Terre. La vie est courte, elle n'a aucun but, aucun sens, à part celui que vous décidez vous-même de lui donner, tout en sachant qu'il n'engage que vous et que tout se termine quand même au bout de quelques décennies. La vie est faite de peine et de plaisir, de joie et de chagrin, d'orgasmes et de douleurs intenses. Et certaines sont inévitables. Ce temps limité de conscience avant que tout ne s'arrête, il vous appartient d'y mettre un maximum de plaisir parce que c'est tout ce que vous avez. Et après, de toute façon, vous n'aurez plus rien. Même si votre vie est merdique, il y a toujours un kebab, une branlette, un bon film ou un jeu vidéo qui vous attendent quelque part. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de prendre les meilleures décisions possibles pour optimiser à la fois le temps que vous passerez à exister et le nombre de fois où vous prendrez votre pied durant ce laps de temps. Donc, mangez sainement et vous aurez plus de temps pour profiter de bonnes Boostify. Faites du sport pour être attirant et donner aux gens l'envie de vous baiser. Et cherchez un boulot où vous épanouir pour gagner l'argent que vous claquerez ensuite dans des trucs inutiles et plaisants. Faites des expériences, essayez de nouvelles choses, sans vous mettre en danger inutilement, et recommencez l'opération jusqu'à ce que, finalement, tout s'arrête. Parce qu'inévitablement, tout s'arrêtera un jour. Finalement, peut-être que le sens de la vie, c'est juste d'en profiter un maximum. Et puisque moi aussi j'aimerais YouTuber comme un beau diable pour profiter de l'existence et tomber toutes les femmes susceptibles de donner un sens à ma vie, vas-tu faire ce que tu as dit et t'épanouir en aidant les autres, c'est-à-dire surtout moi ? Gontran a une chaîne de critique littéraire où il défonce des livres au fusil à pompe. C'est un peu le JDG de la littérature, mais en un poil plus sarcastique. Sa chaîne est toute récente, mais avant qu'elle ne retourne au néant, et vous aussi, vous devriez peut-être aller y jeter un petit coup d'œil. Elle pourrait vous apporter une dose de ce plaisir dont on n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Bon, ça c'est fait, maintenant si on jetait un petit coup d'œil aux autres questions des abonnés.
Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.